Bonsoir. Aujourd'hui, dans cette sixième séance de mon cours sur l'architecture de l'interurbanité, je me penche sur le cas de Londres, donc une seule ville et non deux, mais quelle ville, Londres, que je vais saisir dans ses développements, non pas depuis le Moyen Âge, mais depuis la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle, et dans ses effets sur la réflexion conduite dans d'autres villes et par de nombreux théoriciens et praticiens de l'urbanisme. Donc je voudrais commencer en fixant cette image de Londres au XVIe siècle, une ville, comme on le sait, construite sur les bords d'un grand fleuve, une ville qui est d'emblée une ville étendue, qui n'est pas étranglée par la ceinture de ses fortifications, mais qui est une ville étendue et qui ne tardera pas à posséder deux centres de pouvoir, le pouvoir financier commercial de la City à l'est, le pouvoir politique religieux de Westminster à l'ouest. C'est une ville à propos de laquelle la dichotomie un peu, je dirais, robuste et peut-être excessive que j'ai proposée entre ville source et ville réceptrice ne fonctionne pas totalement, puisque Londres est aussi une ville réceptrice. Un exemple de cela, eh bien, c'est ce qui se passe au début du XVIIe siècle avec la création de Covent Garden par l'architecte palladien Inigo Jones pour le Francis Russell, qui est le comte de Bedford et qui possède ces terrains sur lesquels il fait construire une église grange que vous voyez sur cette image à droite et une place à arcades inspirée de la place de Livourne en Italie et de la place des Vosges à Paris. Une opération qui est tout à la fois un lieu urbain, la construction d'un monument et la création de jardins. On voit ici, sur cette gravure, ces généreuses arcades qui ressemblent furieusement à celle de la place des Vosges. Donc c'est une opération qui est tout à fait remarquable, dont la portée ne sera pas immédiate. En effet, les conséquences qui auraient pu en être tirées directement sont effacées par un grand cataclysme qui intervient en 1666, le grand incendie de Londres, qui détruit la majeure partie du centre de la ville et qui va conduire à sa reconstruction. Cet incendie intervient une année après une épidémie de peste qui avait fait 100 000 victimes. Lors de cet incendie, 13 000 maisons et 51 églises, dont la cathédrale Saint-Paul, ainsi que le London Bridge, que vous voyez ici, sont incendiées, sont détruites. L'incendie fait peu de victimes, mais la ville est réduite à sa plus simple expression. Des dizaines de milliers d'habitants l'abandonnent. Nous voyons ici l'étendue des dégâts. Donc, nous voyons comment tout le centre de Londres a été détruit. Dès le lendemain de l'incendie, des projets apparaissent pour la reconstruction de la ville qui introduisent les figures de l'urbanisme européen, de l'urbanisme continental, je dirais. C'est le cas avec ce projet de Christopher Wren qui reconstruira l'église de Saint-Paul, un projet dans lequel on trouve une sorte de trident, ou plutôt une fourche dans laquelle le modèle romain peut être détecté. On voit aussi dans le plan de Wren cette figure de place à voie rayonnante qui pourrait faire penser à la place de France dessinée sous Henri IV et qui n'avait jamais été réalisée. C'est un projet délibérément continental que celui de Wren. Celui de son concurrent Evelyn est un projet dans lequel déjà un système d'embellissement généralisé, un réseau de places apparaît. Aucun de ces projets ne sera mis en œuvre et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la ville sera reconstruite de manière complètement pragmatique par les marchands et les propriétaires, sans intervention de la couronne, sans intervention, je dirais, tyrannique d'un urbaniste en chef. La ville sera refaite d'une forme pragmatique en respectant évidemment des tracés de voies élargis pour l'occasion, puisque c'est le moment où apparaît
apparaît une réflexion réglementaire qui sera tout à fait remarquable, tout à fait, et qui aura un effet considérable sur la suite des développements londoniens. Alors, le développement de Londres par la suite, Londres cesse d'être une ville en briques et en bois pour devenir une ville de briques et de pierres. C'est une ville dans laquelle des inventions, comme dans le cas d'Amsterdam, vont précipiter la croissance urbaine. Pour Amsterdam, je parlais la semaine dernière de l'invention de la flûte néerlandaise, ce qui va faire de Londres la capitale d'une économie monde qui ne tardera pas à être plus puissante que celle d'Amsterdam. C'est l'invention du chronomètre de marine. Nous restons dans le domaine de la navigation qui va permettre de naviguer avec précision et donc de multiplier les liaisons maritimes. Et c'est ensuite l'invention du moteur à vapeur, de la machine à vapeur, qui va permettre le développement industriel de Londres et du reste de l'Angleterre. Donc l'économie urbaine va littéralement faire exploser l'économie de Londres et en fera la plus grande ville d'Europe, loin devant Paris pendant longtemps. Alors, ce qui est intéressant dans le développement de la ville, au-delà des opérations comme Covent Garden, au nord de Covent Garden, c'est le rôle prédominant que joue l'aristocratie. Le comte de Bedford, devenu duc de Bedford, va être une des grandes figures de ces opérations qui vont se succéder pendant des décennies jusqu'au début du XIXe siècle et qui aboutiront à la création du Londres des Georges, des rois Georges. Ce duc de Bedford possède 3 estates ou 3 gigantesques propriétés qui vont être au centre de ces développements. Covent Garden, dont j'ai parlé, Figmead, qui se trouve plus au nord de l'actuelle Euston Station, et surtout Bloomsbury, sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est à Bloomsbury qu'apparaît une nouvelle manière de faire la ville par le lotissement des estates, par le lotissement d'un grand ensemble dont le duc conserve la propriété. Donc nous sommes loin d'un modèle de type parisien où la propriété privée est fragmentée ou d'un modèle néerlandais de propriété bourgeoise. C'est un modèle dans lequel la propriété aristocratique porte sur de grandes emprises qui sont ensuite découpées en parcelles sur lesquelles sont construites des maisons qui, elles, sont privées et qui ne restent la propriété de leurs constructeurs, de leurs habitants, que jusqu'à ce que le bail, en général un bail amphithéotique assez long, de 99 ans, en règle générale, expire. Donc c'est un système cyclique dans lequel des maisons sont construites, puis reviennent aux propriétaires fonciers, sont remises, revendues ou louées. C'est une économie tout à fait originale, qui va aboutir à la création d'une série d'ensembles. On voit ici sur ce plan général, à partir de Bloomsbury Square, ici, le développement de ce système de places, dont la plus grande partie est construite à la fin du XVIIIe siècle, avec des places tout à fait remarquables, Russell Square la plus grande, Bedford Square, et des places longitudinales dont je dirai un mot. À l'est, l'hôpital des enfants trouvés, le Foundling Hospital, qui sera aussi à l'origine d'un grand développement urbain. Donc, c'est un système de développement par plaques dans lesquels des principes très, très rigides et répétitifs sont mis en œuvre. Si l'on analyse la coupe des voies, on voit que ces habitations sont construites de part et d'autre de voies dont le sol a été surélevé. Et on voit qu'en revanche, ces maisons ont été décavées, ce qui a permis de surélever le sol, ce qui permet de créer des niveaux bas pour les cuisines, des niveaux à rez-de-chaussée pour les réceptions et ensuite des niveaux plus hauts pour le reste de l'habitation. Donc cette coupe est une coupe systématiquement appliquée pour ces maisons qui permettent de procéder à ce que John Summerson, l'historien du Londres géorgien, a appelé une ingénieuse variation à l'intérieur d'un cadre inflexible de murs mitoyens.
Donc le découpage est un découpage vertical, comme je l'ai dit, un étage pour manger, un étage pour préparer la nourriture, un étage pour manger, un étage pour la compagnie, un pour dormir et un caché en haut, vous le voyez ici, pour les voyageurs. La largeur de ces maisons est parfaitement répétitive, 24 pieds, ce qui correspond à la longueur d'un tronc d'arbre, à la longueur d'une poutre, un système qui est simplifié et codifié de manière tout à fait rigide. La maison n'est qu'une tranche dans l'îlot avec une porte et 2 fenêtres qui est réalisée en vertu de ce qui s'appelle les Building Acts qui sont promulgués à partir de 1667 et de la reconstruction faisant suite à l'incendie en 1667 pour définir les classes de maisons, pour définir la coupe sur les rues. Donc c'est un acte de 67, puis d'autres actes rendant en 1707-1709 les maisons incombustibles par l'introduction de murets cachant la charpente du toit, de fenêtres à guillotine, terme qui est évidemment anachronique, de fenêtres coulissantes qui ne tombent pas dans la rue et qui ne peuvent pas incendier les constructions voisines en cas de feu. Puis les rates prennent une dimension économique en 1774. Elles sont organisées selon différents ratios d'investissement qui raccordent investissement et revenus escomptés. Cette architecture, c'est très importante, n'est pas une architecture, et très peu une architecture d'architectes. Il y a des architectes, c'est surtout en fait une architecture d'entrepreneurs, d'artisans contrôlés par les surveyors, par les géomètres. Et c'est une architecture industrialisée en quelque sorte. Les matériaux sont régis par des règles précises, parviennent par bateau sur les cours d'eau du reste du royaume, et une architecture qui aboutit aussi à une certaine segmentation d'usage, avec des rues essentiellement consacrées à l'habitation, quelques rues commerçantes, quelques rues de distraction. On voit ici comment ces nappes se mettent en place à partir du milieu du XVIIIe siècle. Ici, le nord du Bloomsbury Estate, on retrouve Bloomsbury Square. Ici, on va voir, alors je crois que c'est un plan un peu tardif, puisqu'il me semble qu'on y voit apparaître le British Museum, donc c'est un plan un peu plus tardif, Bedford Square. Ici, vous voyez comment le système des places est constitué et comment il va se développer. Les places, les maisons en rangée, au milieu des places, des squares qui sont des jardins privatifs, qui sont réservés à l'usage des propriétaires tout autour. C'est un paysage extrêmement défini et réglé. Sur cette partie de Bloomsbury possédée par le duc de Bedford, c'est un quartier de 45 hectares qui est créé, dont 9 de jardins. Le résultat, c'est, je le disais, un quartier qui résulte du collage de ces grandes emprises. Les places sont différenciées à la fois dans leur échelle, mais aussi parfois dans leur écriture architecturale. Ici, nous voyons Bedford Square, qui est à mon avis la plus belle, avec son jardin de plan ovale, ces maisons noires extrêmement laconiques dans leur expression architecturale. Ici, nous voyons les ensembles plus tardifs, Woburn Square et Gordon et Tavistock Square, qui seront les dernières à être réalisées à Bloomsbury, qui sont notamment celles de droite beaucoup plus austères, voire franchement rébarbatives. Mais le principe est toujours le même, le principe est conservé. De l'autre côté de Russell Square, c'est le Foundling Estate, où l'hôpital des enfants trouvés que vous voyez ici sur le plan captera le revenu d'un développement urbain dont la pièce principale sera Queen Square. Donc c'est un modèle extrêmement précis, extrêmement original, qui opère sur des
qui est un modèle d'extension urbaine et pas de reconstruction de la ville sur elle-même, extrêmement différent de tout ce qui se mène sur le continent, de ce qui se mène à Amsterdam, où la logique est une logique bourgeoise. Ici, c'est une logique aristocratique, hiérarchique, fondée sur la division entre la propriété du sol et les maisons. D'autres ensembles urbains se manifestent à Londres, apparaissent à Londres au XVIIIe siècle, alors que l'activité du port de Londres explose. Elle double entre 1700 et 1770, elle redouble à nouveau entre 1770 et 1795, et puis devient exponentielle lorsque Londres devient la capitale d'un empire considérable. Alors qu'Amsterdam avait inventé la bourse, à Londres, c'est là que de grandes institutions financières apparaissent, comme la banque Rothschild, qui s'y installe en 1808 et qui devient la première institution financière transnationale. La finance traversait les frontières. On sait que les lettres de change existaient et que certaines maisons florentines avaient des succursales en Flandre. Mais avec la banque, c'était des opérations de négoce. Avec la banque, cela change de dimension, en même temps que Londres change d'échelle pour atteindre en 1800 environ 500 000 habitants, dépasser Paris largement, dépasser Paris significativement. D'autres projets réalisés sont importants et préfigurent des épisodes intéressants de l'histoire de l'urbanisme. Je pense à cet ensemble de l'Adelphi des frères Adam construit sur la Tamise, que l'on voit ici, avec son soubassement dans lequel se trouvent des magasins et des entrepôts, et le bâtiment principal dans lequel se trouvent des négoces et quelques habitations. C'est le modèle lointain de ce dont j'ai déjà parlé en le raccordant à Paris, c'est-à-dire l'aménagement portuaire d'Alger. L'Adelphi est un ensemble à niveaux multiples que l'on voit ici photographié dans les années 20 et qui sera une des sources d'inspiration des urbanistes du XXe siècle qui se sont posé la question du rapport entre la ville et son sol. Ce dessin réalisé par Hans Bernoulli, qui est un urbaniste suisse, sera repris par Aldo Rossi dans son livre de 1966, L'architecture de la ville. C'est donc une très bonne illustration de la ville complexe, de la ville sédimentaire. Ces principes londoniens sont exportés, et là, Londres fait office de source, sont exportés dans les colonies et dans les post-colonies. C'est le cas à New York avec les rangées de maisons de l'ère dite fédérale, qui correspond au moment où New York est la capitale, bref moment pendant lequel New York est la capitale, puis cesse de l'être, mais garde quand même une prééminence tout à fait réelle. Donc des maisons en rangée qui reprennent les formes de celles de Londres, mais qui ne reprennent pas évidemment dans le contexte égalitaire des États-Unis la configuration foncière qui était celle de Bloomsbury. Des cas plus proches des cas londoniens, c'est celui de Dublin, par exemple, avec la création dans les années 1830 d'ensembles qui ressemblent beaucoup à ceux de Bloomsbury. J'aurais pu parler aussi de Bath et d'Édimbourg, mais qui sont en tant que tels des cas assez différents dans lesquels des solutions comparables à celles de Londres sont appliquées sur un terrain mouvementé de façon pittoresque à Bath, sur une forme plus rigide à Édimbourg. Mais je voudrais revenir à la relation entre Londres et Paris, une relation double, une sorte de jeu de paume, comme on disait à l'époque, où l'on ne pratiquait pas encore le tennis. Ici, nous voyons une vue du pont de Westminster qui est construit dans les années 1740 et qui est le point de départ de la comparaison à laquelle Voltaire s'attache lorsqu'il se prononce sur la capitale anglaise. En opposant Paris et Londres, il a ce propos assez mordant. Paris est une belle ville où il y a des choses plus laides, Londres, une vilaine ville où il y a de très belles choses. Donc, dans cette vilaine ville, une des très belles choses, c'est le pont de Westminster, qui est construit donc, au milieu du XVIIIe siècle et
Et là encore, la différence avec Paris est remarquable. C'est un pont qui est construit, qui est financé par une loterie. Il n'a pas de financement public, c'est une loterie. Il est surnommé par le public londonien le pont des fous. Les fous, ce sont ceux qui achètent des billets de cette loterie. Et il inspire ces mots à Voltaire. À qui appartient-il d'embellir la ville, sinon aux habitants, c'est le cas londonien, qui jouissent en son sein de tout ce que l'opulence et les plaisirs peuvent procurer aux hommes. On parle d'une place et d'une statue du roi. C'est la discussion sur la place Louis XV à Paris dont j'ai parlé. Mais depuis le temps qu'on en parle, on en a bâti une dans Londres et on a construit un pont sur la Tamise au milieu même d'une guerre plus funeste et plus ruineuse pour les Anglais que pour nous. Ne pouvant pas avoir la gloire de donner l'exemple, ayons au moins celle d'enchérir sur les exemples qu'on nous donne, sur l'exemple londonien. Et donc, Voltaire s'appuie sur cet exemple pour condamner l'embellissement ponctuel ou l'embellissement généralisé. Alors, la relation va s'inverser, en quelque sorte, avec, au début du XIXe siècle, avec la réalisation de la rue de Rivoli à Paris, et l'impact que cette rue de Rivoli, cette image d'une rue à programme, d'une rue avec une arcade continue, d'une séquence architecturale assez longue et rectiligne, l'impact que cette rue va avoir sur les transformations du centre de Londres, notamment sur l'ensemble réalisé par John Nash pour le Régent, pour le Prince de Galles, Régent de 1810 à 1820. On voit ici cet ensemble qui conduit donc de St. James Park, qui conduit du centre de Londres au Marylebone Estate, qui est un gigantesque terrain qui a été récupéré par la couronne en 1811 et qui va donc pouvoir être transformé selon un plan établi en 1812. Donc entre 1812 et 1827, quand les terraces, quand les ensembles architecturaux situés à l'est seront réalisés, une très grande opération se mène avec donc l'intervention déterminante de Nash, qui était fort au courant de l'architecture continentale, non seulement de la rue de Rivoli, mais il était, à ce qu'on a dit Jean Castex, excellent connaisseur de Londres, également intéressé par l'architecture de Ledoux. En tout cas, il entendait, son commanditaire, le prince de Galles, entendait éclipser la rue de Rivoli et le Paris de Napoléon. Donc Regent Street que vous voyez ici relie St. James Park à Regent's Park en évitant certaines propriétés, d'où ce tracé sinueux. Nous ne sommes pas ici dans une logique d'expropriation. Haussmann eut tracé cette voie tout droit. Donc, cette voie tourne d'un quadrant, d'un quart de cercle après Piccadilly pour rejoindre Oxford Circus, puis bute sur Langham House qui commande ici la perspective sur Regent's Park. Donc c'est une voie qui est à la fois une voie, je dirais, sublime par sa longueur et sa répétition, mais avec des éléments pittoresques, des angulations qui sont créées, qui sont provoquées par les édifices existants. Enfin, ce crescent, avec ses terrasses, à part conduit, ouvre sur le parc, et les deux côtés du parc ici. Alors, quelques images de ce tracé, donc le quadrant qui est proche de Piccadilly, le County Office à droite, et on voit ici l'idée de ces promenades couvertes qui ne sont pas strictement sous les bâtiments dans ces premiers édifices. Ici, Langham Place, où la voie tourne, comme je l'ai dit, où elle tourne à nouveau, non pas d'un quart, mais elle se déporte vers l'ouest. Et enfin, l'arrivée sur Park Crescent et l'ancien Marylebone Estate, le Regent's Park, qui conduit à une séquence monumentale. Alors, cette séquence est beaucoup plus variée que celle de la rue de Rivoli, et c'est là que, sans doute, une certaine supériorité de cet ensemble apparaît. Il y a le linéaire faisant face au parc, comme la rue de Rivoli aux Tuileries, est segmenté et sectionné en une série de micro-paysages, de terraces plus ou moins ouvertes. Chester Terrace est plus limitée,
La plus grande, c'est Cumberland Terrace, qui est pratiquement un grand palais unitaire découpé ensuite en hôtels particuliers, selon un principe qui était celui des places royales, qui sera celui aussi de certains des immeubles de la Ringstraße à Vienne. Enfin, à l'arrière, un deuxième rideau avec un ensemble de maisons situées, de maisons plus rurales, de maisons qui proposent un autre mode de vie à proximité du parc et du centre de Londres. Dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand parle de Londres et il évoque ses expériences de la ville. L'un de mes plus grands plaisirs, écrit-il, était de laisser ma voiture au coin d'un square et d'aller à pied parcourir les ruelles que j'avais jadis fréquentées, les faubourgs populaires et à bon marché. Mais Londres a bien changé en 30 ans, entre ces deux passages. De larges rues bordées de palais avaient été percées, des ponts bâtis, des promenades plantées. Surtout, et c'est là que l'on parle évidemment de Regent's Park, un parc occupe les anciennes prairies couvertes de troupeaux de vaches. Un cimetière a disparu dans l'enceinte d'une fabrique. Londres, en 1851, au moment de la grande exposition et de la construction du Crystal Palace, est une ville considérable qui frappe ses visiteurs. J'en évoque un autre, Théophile Gautier, frappé par l'échelle de la ville, la largeur des rues, le nombre et la grandeur des parcs, mais surtout par le fleuve. La Tamise est à Londres ce que le boulevard est à Paris, la principale ligne de circulation. Théophile Gautier se prend de passion pour les ponts, notamment Waterloo Bridge, le plus beau pont du monde, assurément. Le regard sur Londres s'aiguise et une véritable interurbanité entre Londres et Paris apparaît sous le règne de Napoléon III. On sait que Louis-Napoléon avait été en exil en Angleterre et à Londres en particulier, et de son vivant déjà, le secrétaire de la préfecture de la Seine écrivait dans ses souvenirs, ses propres souvenirs, je cite, « Se souvenant de Londres, Louis-Napoléon se proposait de créer des places plantées, de dessiner des parcs et des jardins publics, de bâtir des marchés et des halles. Il songeait moins à des monuments magnifiques, si ce n'est pour terminer ce qui était commencé ou pour répondre à quelques nécessités présentes. » Alors, on a longtemps mythifié ce rapport de Napoléon III à Londres. La vérité a été dévoilée dans sa précision par le regretté Pierre Pinon, notamment dans un essai d'un livre que j'ai publié il y a quelques années sur la relation entre Paris et Londres. Pierre Pinon met l'accent sur la construction de la rue de l'Élysée, par exemple, qui est un fragment londonien à Paris. Cette rue ouverte en 1860 afin d'isoler le palais de l'Élysée qu'elle borde du reste du tissu. Une bande de terre acquise par le banquier Émile Pereire qui fait construire ce que vous voyez ici, 6 hôtels particuliers avec une cour anglaise du côté de la rue. Pinon cite le décret selon lequel qui prescrit l'établissement sur tout le côté droit de cette rue de constructions symétriques et d'une hauteur limitée. Ces constructions qui sont évidemment symétriques pour chacune d'entre elles, prises isolément. Les maisons dites anglaises dans ce texte seront élevées d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Et le tout au-dessus d'une ce qu'on appelle une fosse, pas encore vraiment une cour anglaise, qui éclaire le sous-sol. Donc un fragment londonien incontestable, tout à fait modeste et très difficile à voir aujourd'hui car il est dans le périmètre de défense de l'Élysée. Évidemment, la relation entre les bois de Boulogne et les bois de Vincennes et les grands parcs londoniens est tout à fait claire. De la même manière qu'est clair le rapport entre les squares londoniens qui étaient privés et les squares publics que Napoléon inspirera à Paris. Haussmann écrit à ce propos dans ses mémoires « Pendant son très long séjour en Angleterre, l'empereur avait été frappé du contraste de la bonne tenue des squares de Londres et de l'état sordide que présentaient les bouges où les familles d'ouvriers vivaient entassées. Aussi me prescrivit-il de ne manquer aucune occasion de ménager dans tous les arrondissements de Paris l'emplacement du plus grand nombre possible de squares afin de pouvoir offrir avec largesse chez nous, comme on le faisait à Londres,
des lieux de délassement et de récréation à toutes les familles, à tous les enfants riches ou pauvres. Et donc, c'est de là qu'apparaît le réseau des promenades de Paris et un certain nombre un nombre considérable de squares de diverses formes qui ne sont plus des lieux privés comme à Londres. Mais Londres est aussi, Haussmann le dit en passant, une ville de grande tension sociale et d'une grande morbidité lors des épidémies, notamment celle de choléra. Et Louis-Napoléon est aussi, et les réformateurs français sont tout à fait sensibles à tout cela. C'est à Londres que la grande enquête de Chadwick est réalisée, enfin, elle porte sur les autres villes, mais aussi largement sur Londres, est réalisée dès 1842, une enquête qui est la première à être fondée sur une utilisation systématique des statistiques. On voit à droite cette carte du quartier de Bethnal Green, qui mettent en évidence déjà les cas de morbidité, les différents cas de morbidité qui est à l'origine de toutes les enquêtes d'hygiène et de santé publique qui suivront. L'empereur est sensible à tout cela, de la même manière qu'il est sensible à la politique, aux embryons d'une politique du logement social, du logement ouvrier. Il inspire, et je crois qu'il finance, avant même d'être empereur, la traduction du livre très important de Henry Roberts sur les habitations des classes laborieuses, livre qui recense les premières opérations philanthropiques réalisées à Londres pour loger les ouvriers ou pour loger les pauvres. Donc un intérêt à la fois pour les aménités urbaines, je dirais, mais aussi pour le logement ouvrier, qui aboutit, on le sait, à la création de la cité Napoléon, des deux cités Napoléon de Paris, celle de l'avenue Daumesnil, construite par une entreprise anglaise d'ailleurs, et celle de la rue Rochechouart. Donc il y a là clairement un transport de programme, transport d'attitude entre Londres et Paris. Les choses seront plus difficiles et mettront beaucoup plus de temps à s'effectuer en ce qui concerne la rénovation urbaine. Et donc là, c'est clairement à Londres que la rénovation urbaine commence. Elle s'étendra à Berlin avant que les premiers îlots insalubres soient aménagés à Paris à la fin des années 20. Donc Londres est incontestablement une ville d'expérience en matière de destruction des taudis, comme l'on disait, et de leur remplacement par des logements plus salubres, grâce à l'initiative jointe du Metropolitan Board of Works, qui est le prédécesseur du London County Council et du Greater London Council, et du Peabody Trust. Donc c'est une opération à la fois publique et charitable, et ces opérations se manifestent avant même la fin du XIXe siècle. La vision d'un Londres industriel, industrieux et populeux est une vision populaire à Paris, une vision fréquente. Elle est notamment portée par de très nombreux reportages, je dirais, et par exemple celui de Gustave Doré. Le Londres de Gustave Doré, en 1876, donne cette image effrayante d'une population entassée dans des maisons en rangées sous les voies de chemin de fer, une vision tétanisante des embarras de la ville, dans la City, la coupole de Saint-Paul au loin, et aussi de premières images du chemin de fer métropolitain. Londres est la métropole par excellence, et le chemin de fer métropolitain est une invention qui sera à l'origine de tous les réseaux homonymes en Europe et au-delà. Londres exporte aussi certains de ces ensembles architecturaux et de ces ensembles urbains. J'en donnerai deux exemples qui nous conduisent pour l'un à Budapest, une sorte de plagiat du Parlement de Westminster réalisé à la fin du XIXe siècle pour souligner l'autonomie de la Hongrie à l'intérieur de la monarchie et de l'Empire, et puis la fécondité des sémantiques d'un certain nombre d'ensembles londoniens à Berlin, sur le modèle du développement du West End de Londres, à la création de ce quartier à Charlottenburg dès la fin du XIXe siècle, articulé, comme vous le voyez ici, au chemin de fer, comme c'est le cas à Londres. Alors, je voudrais revenir au rapport entre Paris et Londres
pour m'interroger sur certaines interurbanités tout à fait remarquables. C'est au début du XXe siècle que la question de l'extension de Paris commence à être posée, que les limites du système haussmannien sont constatées, et notamment que l'importance d'une réflexion métropolitaine sur les espaces libres est revendiquée par une série de réformateurs, ceux qui sont à l'origine de la création des organisations professionnelles de l'urbanisme, ceux qui agissent au sein de la section d'hygiène urbaine et rurale du musée social, comme le paysagiste Jean-Claude Nicolas Forestier. Forestier est créateur de la roseraie de Bagatelle, jardinier, est aussi un urbaniste et le montre avec sa brochure de 1906, Grandes villes et systèmes de parcs, brochure dans laquelle il évoque les systèmes de parcs américains, j'y reviendrai sans doute, mais aussi, je l'ai déjà montré une fois, oui, j'en parlerai à propos de Buenos Aires, mais il parle aussi évidemment du rapport entre Paris et Londres et notamment propose ces deux cartes. Ce qui est important, vous le voyez à gauche, c'est que pour Forestier, la limite municipale de Paris n'a pas de sens. Pour lui, Paris, c'est le département de la Seine et au-delà. Donc c'est l'origine d'une vision métropolitaine de Paris que bien peu d'élus ou de techniciens ou d'experts sont capables de porter à l'époque. Et donc il est facile, lorsque l'on a défini Paris ainsi, de le comparer à Londres. Et Forestier se félicite de la politique de Londres, soulignant par exemple à propos de Windsor Park, ce grand morceau de campagne a été conservé et gardé, ouvert même pour des excursions seulement accidentelles, car s'il est très éloigné, il a été considéré comme ayant une si grande valeur pour Londres que la corporation, c'est-à-dire la municipalité, a voulu accueillir la région. Et elle semble y attacher autant d'importance qu'à tous ces vastes terrains qu'on appelle commons et qui sont régulièrement répartis comme une ceinture d'immenses espaces libres autour de la ville. Donc, Forestier souligne l'intérêt des politiques publiques londoniennes. Mais le plus intéressant des observateurs parisiens de Londres, c'est Eugène Hénard, c'est l'exceptionnel Eugène Hénard, dont j'ai republié les textes il y a quelques années, qui propose une analyse comparative des grandes capitales européennes, et notamment de Paris et de Londres. Il en analyse 4, mais le rapport entre Paris et Londres est bien sûr celui que je vais souligner. Hénard commente sur le plan de Londres, que vous voyez en bas à gauche sur cette image, et il écrit « Son plan est beaucoup moins clair que celui de Berlin. » Et peut-être le voit-on mieux ici. Le plan de Berlin, qui est un plan rayonnant à partir d'un centre, pour Hénard, une sorte de plan militaire. Le plan de Londres est beaucoup moins clair. À première vue, il paraît inextricable. C'est un lacis confus de voies irrégulières présentant le caractère d'anciennes routes rurales sur le bord desquelles se sont élevées les maisons. Et l'explication d'Hénard ici est une explication d'ordre culturel. L'anglo-saxon ne perd pas son temps à rectifier au cordeau les rues que l'usage a créées. Et du moment que la circulation est assurée, il se tient pour satisfait. Donc c'est un propos anti-haussmannien là. En quoi il n'a pas tout à fait tort, car si sa bourse y gagne, le pittoresque de la ville n'y perd rien. Et alors, cette description qui me semble très animée est absolument extraordinaire. L'ensemble du plan de Londres apparaît composé de voies enchevêtrées, tortillées, parmi lesquelles la voie droite est l'exception rare. On dirait un paquet de cordages avec 3 nœuds principaux. C'est ce que vous voyez ici. Un paquet de cordages avec 3 nœuds principaux. Mais tirez légèrement sur ces lignes distendues, redressez-les dans leur direction moyenne, et immédiatement le plan s'éclaire et se traduit par le schéma théorique que nous donnons. Le triangle central n'a pas plus de 3 km de côté. De ces 3 sommets autour desquels se concrètent, c'est le terme qu'il utilise, le commerce maritime, l'aristocratie terrienne et la production manufacturière de l'Angleterre, rayonnent 16 voies principales allant porter partout le mouvement et la richesse. On saisit là le secret de la prodigieuse extension de la ville. Et par contraste avec Paris, évidemment, les ceintures successives de Paris. L'étude du plan de la plus grande ville d'Europe nous donnera de précieuses indications pour l'avenir de Paris. Donc ici, c'est une interurbanité structurelle qui est recherchée, isomorphique si l'on veut, structurelle. Nous verrons comment une aire immense couverte d'habitations
peut arriver à prendre une extension prodigieuse, Londres, sans que l'agglomération humaine en souffre. On a dit souvent que Londres n'était pas une ville, mais une expression géographique, un composé de plusieurs villes juxtaposées autour de la vieille cité de Londres. C'est jouer sur les mots. Londres existe bien réellement comme une ville immense dont la superficie s'accroît sans cesse, absorbant toutes les localités qui existent ou naissent à sa périphérie. Donc une métropole d'une puissance insulaire défendue par la mer, formée historiquement par l'agglutination d'un certain nombre de communes. Et ici, ce parallèle que je trouve extraordinaire, l'aspect général du plan de Londres donne l'impression d'une sorte de monstre poulpe géant étendant tout autour de lui ses énormes tentacules. On pense là évidemment aux villes tentaculaires d'Émile Verhaeren, le poète belge. Par contraste, Paris ne pouvait vivre qu'à la condition d'être puissamment fortifié. Aussi son plan donne-t-il l'impression d'une masse compacte, écrit Hénard, presque circulaire et ne présentant aucune protubérance en dehors de ses limites précises. Donc un parallèle extrêmement éclairant, et je vous invite à lire cette étude sur les transformations de Paris d'Hénard, qui poursuit l'analyse en termes d'espace public, de jardins. Il compare ici, vous le voyez d'abord qu'il compare les municipalités au sens strict, puis qu'il s'intéresse aux agglomérations. Il compare le réseau des parcs de Paris et de Londres de manière assez rigoureuse, en essayant évidemment, en plaidant pour que Paris s'aligne sur Londres. Les enfants, écrit-il, ont 6 fois moins d'air et d'espace à Paris qu'à Londres. Ce fait n'est peut-être pas sans influence sur le développement physique des deux races. Et il conclut cette étude avec un document que je trouve tout à fait étonnant, qui est celui que vous voyez à droite. C'est une superposition, c'est un jeu de calque, une superposition des grands parcs du centre de Londres sur la carte de la municipalité de Paris, dont il a soigneusement enlevé, pour les besoins de la cause, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et vous voyez évidemment la supériorité du système londonien ici. Le résultat, ce sera un plan d'ensemble dans lequel Hénard se prononcera, à l'intérieur de la ville en tout cas, pour la multiplication des parcs et des jardins, notamment sur la ceinture. Alors, peu après, quelques années plus tard, la réflexion continue avec le travail de la commission d'extension de la préfecture de la Seine, conduit par un architecte, Louis Bonnier, et un historien, Marcel Poète, et ils analysent aussi le même phénomène. Les espaces libres de Londres sont à juste titre proposés en exemple. Ces grands parcs, dont les plus beaux sont groupés près du centre de l'agglomération, jouissent d'une réputation universelle. Ces espaces libres sont nombreux, variés, étendus, bien répartis. Donc, ils vantent le système londonien dans une comparaison que cette fois-ci intègre Berlin et Vienne, et non plus Berlin et Moscou, propose une planche analytique, descriptive analytique dans le texte des promenades de Londres et souligne vraiment l'importance de l'observation de la capitale britannique. C'est à ce moment que de Londres apparaît une autre démarche urbaine qui aura un impact tout à fait considérable. C'est l'idée de la décentralisation urbaine radicale. Elle est formulée dans le roman de William Morris, Les Nouvelles de nulle part, en 1884, qui est très largement lu dans toute l'Europe et qui imagine une ville de Londres au milieu du XXe siècle décentralisée, dans laquelle une sorte d'énergie mystérieuse, l'électricité, une énergie non polluante, dirait-on aujourd'hui, est à l'origine de toute l'activité de la ville, donc un paysage, je dirais, largement ruralisé. C'est en 1898, quelques années plus tard, qu'Ebenezer Howard publie son manifeste sur la cité-jardin et propose de remplacer, de dépasser l'alternative entre la ville et la campagne en créant ce qu'il appelle la ville-campagne, c'est-à-dire la cité-jardin. Vous voyez ici un diagramme moins connu qui est celui de la Social City, dans laquelle la ville-centre, évidemment Howard à Londres à l'esprit, la ville-centre est accompagnée, vous le voyez, d'un collier de cité-jardin. Alors, la première cité-jardin va être mise en chantier assez rapidement à Letchworth, au nord-est de Londres,
mais son développement sera extrêmement lent. Et en fait, l'idéal de la cité-jardin sera largement cristallisé dans un quartier de la périphérie de Londres, qui est le quartier de Hampstead, aménagé à partir de 1905. Et là encore, dans une certaine tradition britannique, c'est une pure opération privée qui a tous les traits de la cité-jardin, notamment sa morphologie, la morphologie que Raymond Unwin et Barry Parker utilisent par ailleurs à Letchworth, la première cité-jardin légitime. C'est une opération lancée par Dame Henrietta Barnett, par une dame, sur ses fonds propres, et qui aboutit à quoi? À la création d'un ensemble urbain qui est tout à fait autonome, tellement autonome qu'il est entouré par un mur d'enceinte, comme pourrait l'être un village, et c'est vrai que les références villageoises y abondent. C'est un ensemble urbain dans lequel toutes les figures de plan utilisées à Letchworth sont pratiquées, un fragment du plan et ces rues dont le tracé pittoresque singularise les extrémités, le milieu et crée des accidents, des grands îlots qui sont ouverts en leur centre pour l'aménagement de closes, de clos, un paysage, je vais assez vite ici, un paysage tout à fait remarquable dans lequel Unwin utilise ses connaissances à la fois de l'Angleterre rurale et de la Normandie. Ici, un alignement et un petit carrefour. Ici, deux formes du close en plan, plus ou moins à des échelles différentes, et leur aspect. Donc c'est un paysage qui est largement connu dans toute l'Europe et qui est diffusé par Unwin lui-même dans son livre de 1909, L'urbanisme en pratique, traduit en allemand dès 1910 et lu par beaucoup. Ici, c'est la lecture que j'ai trouvée à la bibliothèque de l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. J'ai trouvé l'exemplaire qu'avait feuilleté le jeune Le Corbusier, puisqu'il y avait dedans une carte postale, c'est un épisode assez amusant, une carte postale qui lui avait été envoyée, qu'il avait laissée dedans en le lisant. C'est dans ce livre qu'il calque un fragment du plan de Hampstead. Et c'est à partir de Hampstead et de l'interprétation allemande de Hampstead qu'il dessine la cité-jardin des Crétais prévue à la Chaux-de-Fonds en 1914 et qui ne sera pas construite. En fait, c'est une variante hybride dans laquelle Hampstead est vu à travers de l'expérience allemande et notamment l'expérience de la première cité-jardin allemande. Les figures de Hampstead, on les retrouve, et là, je pourrais appliquer toutes les modes de transfert, détecter les modes de transfert que j'ai évoqués dans mon deuxième cours. On les retrouve par translation, par homothétie, par similitude, dans le plan des grandes cités-jardins allemandes que connaît bien Jeanneret, la cité ici ce faubourg-jardin de Falkenberg, à côté de Berlin, par Taut. Vous voyez, retrouvez à nouveau le jeu sur les alignements, le jeu sur les îlots. Et ici, presque une parodie de Unwin, quelques années plus tard, lorsque dans les premières années qui suivent la Révolution, les Russes commencent à mettre en place une politique de cité ouvrière. Ici, un des frères Vesnine reproduit les figures de Hampstead qui avaient été très largement diffusées en Russie pour dessiner cette cité. En France même, l'idée de la cité-jardin est poussée, diffusée par le musée social et par Georges Benoît Lévy qui opère sous ses auspices et publie ce premier manifeste en 1904, dont j'aime beaucoup la couverture qui montre cette fête villageoise sous les arbres, dessinée par Victor Prouvé. La cité-jardin est présente lorsque la commission d'extension de Paris, dont j'ai parlé, rend son rapport et imagine un système de cité-jardin s'ajoutant au système des parcs inspiré par Londres tel que Forestier l'a interprété. La cité-jardin est présente notamment grâce à un architecte britannique, Adrian Barrington, qu'on commence à connaître un peu mieux maintenant, grâce aux travaux de Volker Weltin. Elle est présente lors du concours de 1919 pour le plan d'extension de Paris, où l'on voit ce projet délirant dans lequel une sorte de colonie d'insectes semble avoir envahi
la carte de Paris, mais qui est en fait un chapelet de cité-jardin. Et elle l'est encore, à nouveau, dans ce grand projet remis au concours de 1919 par l'équipe de Bassompierre, de Ruté et autres pour la Cité-Jardin du Grand Paris. C'est une commande explicite d'Henri Sellier, qui est un des promoteurs, homme politique socialiste, promoteur de la politique du logement social dans la région parisienne et qui est un grand connaisseur de Londres. Sellier avait déjà salué en 1913 au Conseil général de la Seine la politique cohérente du London County Council pour soutenir le projet de Poète et Bonnier. Il publie dans sa brochure Les banlieues urbaines et la réorganisation administrative du département de la Seine, il vante la politique municipale britannique. Et dans la revue de l'Institut urbaniste, dont il est un des fondateurs, il ne cesse de publier des articles sur Londres. Donc vous voyez ici cette idée d'une grande cité-jardin qui combine un tracé beaux-arts, un tracé très rigide, beaux-arts, axial, avec des fragments de tracés pittoresques à la Unwin. C'est dans cet esprit que l'on trouve que s'inscrivent les plans des premières cités réalisés par l'office que dirige l'Office public d'habitation de la Seine, que dirige Sellier. La cité de Stein, vous la voyez ici, qui a été fort bien restaurée, est une cité dans laquelle, à nouveau, un dispositif symétrique est conjugué avec une sorte de caricature des figures pittoresques d'Unwin. Le tout avec une densité bien plus grande. Les idées d'Unwin prennent, sinon force de loi, du moins force de prescription technique obligatoire, lorsque son livre de 1909, Town Planning and Practice, est traduit en 1922 avec l'introduction de Josely, qui avait été le lauréat de ce concours de 1919. Il est piquant de savoir que Sellier, de son côté, avait lui-même rédigé une traduction de ce livre qui a été édité récemment. Et donc, qu'il y avait vraiment un centrage sur un ouvrage dont le noyau n'est autre que la discussion du projet réalisé à Hampstead par Unwin. Outre-Atlantique, la réflexion sur la cité-jardin se développe de façon rapide, et notamment dans le cadre du plan régional de New York, mais aussi dans le cadre du redéploiement de l'investissement privé après la Première Guerre mondiale. Et c'est là que la cité-jardin unwinienne, Unwin étant un des prophètes que les artisans du plan régional de New York dans les années 20 vont consulter, c'est là que la cité-jardin rencontre l'automobile. Donc un seuil tout à fait considérable dans lequel les espaces, les closes que l'on avait vus on va le voir sur la prochaine image, à Hampstead deviennent des raquettes accessibles en automobile pendant que la circulation des piétons se déroule sur de grandes pelouses communes et non pas découpées comme celle de Unwin à l'intérieur des îlots. C'est un système de différenciation des circulations piétonnes, y compris par des petits tunnels, qui correspond aussi dans le découpage et la répartition de ces équipements à la réflexion sur l'unité de voisinage que mène Clarence Perry au sein de l'équipe du plan régional de New York. Donc il y a une forte corrélation entre la réflexion métropolitaine new-yorkaise et les précédents britanniques. J'aurai l'occasion d'y revenir à propos de New York. Je voudrais terminer en évoquant l'après-guerre. Ça n'est pas une figure de rhétorique. La guerre est extrêmement brutale et destructrice à Londres, bombardée longuement en 40-41 et à nouveau en 1944 par les V1 et les V2. Très tôt, l'hypothèse d'une reconstruction se manifeste et elle prend deux formes. Une forme théorique et un peu velléitaire, ou en tout cas très déterminée, délibérée, et assez peu ignorante, assez peu au fait des réalités topographiques et sociales locales, qui est celle que préconisent les architectes modernes de la Mars, comme vous le voyez à gauche, avec ce système dans lequel la ville se développerait selon des systèmes linéaires, perpendiculaires à la vallée de la Tamise, où resterait concentrée l'industrie, la finance et le gouvernement.
peut-être un peu la culture. C'est un système qui, à son tour, en inspire un autre, qui est celui de Scharoun à Berlin. J'aurai l'occasion d'en parler aussi à propos de cette ville. Donc, la réflexion sur Londres, qui commence plus tôt que la réflexion sur la reconstruction d'autres capitales, et notamment Berlin, elle a elle aussi une certaine force propulsive. Je voudrais, ceci dit, m'arrêter sur ce document qui est le document qui a le plus de, je dirais, qui a le plus d'audience dans l'Europe et dans le monde après la guerre, qui est le plan du comté de Londres de Patrick Abercrombie, qui avait été un des pionniers de la Cité-Jardin. Il avait même été secrétaire général de l'association des Cités-Jardins lors de sa fondation. C'est un travail totalement différent de ces plans que propose la Mars ou d'un plan comme celui d'Amsterdam par Van Esteren, à peine quelques années plus tôt, pour ne pas parler des plans de Le Corbusier. C'est un plan qui passe d'abord par l'identification des collectivités, des entités sociales, au travers d'une analyse qui montre ici bien comment la dualité centrale de Westminster et de la City à Londres est enserrée à l'intérieur d'un réseau de type cellulaire dans lequel on trouve des quartiers caractérisés par des questions sociales, culturelles et fonctionnelles. Donc un travail d'observation extrêmement précis qui aboutit à un plan dans lequel des tentatives sont faites pour consolider ces collectivités, pour les rebâtir et pour les transformer à la marge en créant un réseau tout à fait dense de voies rapides. Donc, dans ce système, l'unité de voisinage de 6 à 10 000 habitants constitue l'échelon de base de distribution des équipements collectifs. Et c'est ce qui va inspirer beaucoup d'urbanistes européens. Voilà une image d'un segment de ce plan qui est ce que Abercrombie appelle un secteur de reconstruction qui regroupe 2 unités de voisinage et qui est une des composantes du système cellulaire de transformation générale de Londres. Ce dispositif est un dispositif qui est observé depuis le continent, notamment par un anglophile comme Gaston Bardet en France, qui, dans son livre Le Nouvel Urbanisme et dans les projets qu'il enseigne à Bruxelles, à Alger et ailleurs, va s'en inspirer. Donc Bardet analyse les solutions d'Abercrombie, les critique, considère qu'elles ont certains défauts, que parfois ce sont un peu de nouvelles utopies, mais en tout cas, elle propose l'image d'une ville constituée comme un organisme cellulaire dans laquelle il ne peut manquer, c'est ce que l'on voit ici, de détecter une démarche qui est assez proche de celle qu'il avait pratiquée pendant la guerre, qui est cette démarche d'analyse de topographie sociale qui consiste à croiser les données statistiques et les données de terrain pour comprendre quelle est la structure sociale d'une agglomération au ménage ou à l'unité économique près. C'est ce que fait Bardet à Louviers pendant la guerre, c'est ce qu'il trouve et ce qu'il commente dans cette analyse du dispositif des commerces à Bethnal Green, qui fait partie d'un des documents préparés par Abercrombie. Donc il y a une grande porosité entre Londres et le continent dans cette période, et cela concerne autant l'Allemagne et les Pays-Bas que la France. Je voudrais terminer avec une autre superposition qui m'a toujours fasciné entre le plan de Paris et le plan de Londres, qui est celle que l'on trouve à l'intérieur de l'album présentant le PADOG, le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne de 1959, où l'on voit le plan de Londres imprimé sur un rhodoïde se superposer au plan de Paris afin d'expliquer que le cas parisien est tel que l'hypothèse d'une décentralisation radicale comme celle de Londres, on voit ici différentes villes nouvelles, alors en chantier dans les années 50, Stephen H. Harlow, pour certaines d'entre elles déjà réalisées. Ces villes nouvelles n'ont pas de sens à Paris, donc c'est une anti-interurbanité qui apparaît ici par le jeu du transparent, alors que le transparent ou le calque chez Hénard faisait apparaître un modèle londonien
qui imposait des transformations parisiennes. Ici, c'est un anti-modèle qui est révélé par la superposition. Merci.